Grand Neuf, la prise de Gigery. Le site. Mardi 22 juillet, au tout début de l'aube, l'escadre française découvre le site de Gigery derrière une presqu'île rocheuse. La petite cité marque l'entrée d'un vaste golfe, fermé loin à l'est par le cap Bougaroun et barré au sud par les 1600 mètres d'un amphithéâtre montagneux qui, de pitons isolés aux monts enchevêtrés, puis de collines en vallons, s'étage jusqu'à la mer. Une plaine étroite borde la côte à proximité de Gigery, et plus à l'est s'engage entre les collines le long de quelques oueds qui dévalent du sud. L'arrière-pays montagneux, dépourvu de voies de communication, isole la contrée du reste de la Kabylie. Couverte de maquis et de forêts, rarement cultivée, elle manque cruellement de ressources. Les populations, peu nombreuses, éparses et indépendantes, vivent dans des douars fixés au sommet de Djebel. Entourée de vieux remparts à demi ruinés, Gigery est bâtie sur un rocher plat, formant un triangle de 300 mètres de côté et relié au littoral par un isthme de 200 mètres de large. De l'extrémité nord de ce triangle, une suite de récifs s'étire au large sur 1 kilomètre vers le nord-est et protège la rade de la houle du nord. Entre deux de ces écueils, une passe étroite permet le passage de navires fort tirant d'eau. De la base de l'isthme part vers l'est une plage de sable fin, coupée après 1 kilomètre par une petite presqu'île surmontée d'un marabout. Après cette avancée rocheuse, limite orientale du port de Gigery, la plage se prolonge à perte de vue vers l'est. Au sud du rivage, un cordon de marécage rend difficile la marche vers la plaine. À l'ouest de la ville, une crique de 200 mètres de diamètre sépare la ville d'un promontoire de roches noires, la montagne sèche. Cette crique, le Mars Chara des géographes arabes, est petite mais profonde. Bien abritée des houles du nord et de l'est, elle fut autrefois le port des frères Barberousse et sert toujours de refuge aux Barbaresques, d'où le nom d'Anse aux galères que lui donnent les habitants de Gigery. 1 kilomètre plus à l'ouest, une autre crique de sable fin échancre à nouveau le rivage rocheux et sert également d'abri et de débarcadère à des navires de faible tirant d'eau. De la cité même de Gigery, qui ne comporte qu'une centaine de maisons, le document Clérambault nous dit: c'est une méchante bicoque qui ne mérite pas le nom de bourg, dont les murailles sont abattues en 20 endroits, et dont les huttes ressemblent plutôt à des sépultures ou à des retraites à voleurs qu'à des maisons. Elles n'ont qu'un seul étage fort bas, la terre y sert de plancher, et l'on n'y trouve ni porte ni fenêtre pour les fermer. À l'intérieur des terres, à 500 mètres au sud de la ville, s'élève une butte, le Djebel El Korn. Du front des collines, qui se dressent plus au sud, un éperon s'avance vers la mer jusqu'à 1 kilomètre de Gigery. L'extrémité de cette crête, le Djebel Ayouf, domine la plage, la ville, l'Anse aux galères et le Djebel El Korn. Cette colline va jouer un rôle essentiel dans les événements militaires de cet été 1664, puis 2 siècles plus tard, en 1839, lors de la conquête de Djidjli par les troupes françaises. Seule la montagne sèche, protégée par le Djebel El Korn, est à l'abri des tirs du Djebel Ayouf. La descente. À bord des navires français, personne ne connaît suffisamment le mouillage de Gigery pour que l'on se permette d'y faire pénétrer l'escadre sans précaution. Aussi, avant de contourner les récifs qui ferment le port au nord-est de la ville, l'amiral ordonne-t-il à la flotte de mettre en panne. Il demande à Duquesne, La Roche, Clairville, la Guillotière, aux pilotes des galères ainsi qu'à son ami Laboulaye d'embarquer sur la Capitane de France pour aller sonder la rade et choisir le lieu le plus propice à un débarquement. Les fonds leur semblent bons et ils sont unanimes à recommander la descente des troupes sur la plage à proximité de la pointe rocheuse surmontée du marabout. Le vent est maintenant complètement tombé. Aucune vague ne déferle plus sur la plage. Le débarquement des troupes en sera facilité, mais ce calme, en revanche, retarde la manœuvre des vaisseaux. Pour éviter de perdre trop de temps, Beaufort ordonne à la capitane de France de remorquer la Royale jusqu'à son poste de mouillage, à quelques encablures seulement du rivage. Puis, tour à tour,
chacune des 14 autres galères remorque un des navires de guerre à la force des rames. Paul a ordonné d'embosser les vaisseaux en une ligne continue parallèle à la côte afin que leurs batteries puissent balayer la ville et la plaine. Cette manœuvre est particulièrement délicate car les bâtiments, très proches les uns des autres, évoluent avec difficulté sur cet étroit plan d'eau. C'est le moment choisi par la garnison turque de Gijri pour ouvrir les hostilités. Quelques timides coups de canon sont tirés sans succès depuis les remparts de la ville. Plutôt que de causer des dégâts, ce tir de projectiles de faible calibre visait sans doute à alerter les douars environnants de l'arrivée de l'ennemi et à faire connaître aux Français la détermination de Gijri à se défendre. Sur la rive, des centaines, peut-être des milliers de fantassins et cavaliers berbères confirment cette volonté. Beaucoup d'entre eux ont suivi les galères françaises qui, depuis Bougie, naviguaient au plus près de la côte. Hurlant et menaçant, ils font tournoyer leurs saguets et leurs mousquets qui scintillent au soleil d'été. La matinée s'achève. Une brise légère se lève à propos et active la manœuvre de l'escadre. À 14 heures, un pavillon hissé au grand mât de l'amiral donne aux artilleurs l'ordre d'ouvrir le feu. De longues flammes jaillissent de plus de 300 sabords. Une terrible détonation fait vibrer l'atmosphère. La plaine et les montagnes dont elle est environnée, rapporte Pélisson, furent toutes couvertes de feu et commençaient à retentir d'un bruit effroyable. Des projectiles ébranlent les vieux remparts de Gijri, déjà ruinés aux 3/4 par le temps. Des ponts entiers basculent. Quelques maisons s'écroulent, d'autres brûlent. Quelques salves suffisent à réduire les batteries de Gijri en silence. De la seule porte, au sud de la ville, les rares hommes et la garnison turque s'enfuient. Ils sont suivis des derniers habitants qui poussent devant eux leurs ânes et leurs chèvres. Sur la plage, les premiers boulets tombent au milieu de la troupe berbère. Les chevaux hennissent, se cabrent, certains trébuchent, d'autres s'abattent. Les cavaliers tournent bride. Les fantassins courent sur les dunes vers les buissons à l'arrière de la plage jusqu'au marais pour se mettre à l'abri. D'épaisses volutes de fumée enveloppent les vaisseaux et lentement s'étirent sur la rade. Cette âcre odeur de poutre parvient jusqu'au rivage. Après la première salve générale, les tirs se poursuivent, intermittents, durant 2 heures. Pendant ce temps, Beaufort réunit ses officiers généraux pour arrêter avec eux le plan d'attaque et donner les dernières consignes. La guillotière, en tant que plus ancien des marchands de camp, fait valoir son droit à prendre son jour. C'est à lui que reviendra sur le terrain l'honneur de ranger les lignes en bataille suivant qu'il a été concerté. Au même moment, barques-langues, chaloupes, baleinières et caïques sont mises à l'eau sur le flanc nord des navires, à l'abri des regards ennemis. Des troupes en armes dégringolent les échelles de cordes fixées à l'extrémité des tongons ou jetées le long du bord. Étrange spectacle en ce chaud après-midi d'été que ce fourmillement de soldats aux uniformes colorés qui, suspendus à des cordages, sautent dans ces légères embarcations qui dansent sur les clapots. Cet exercice, déjà difficile pour des marins entraînés, devient périlleux pour des hommes qui, dans leur grande majorité, ne savent pas nager. Encombrés d'équipements de combat aussi lourds que volumineux, les soldats s'empêtrent dans leurs armes. La moitié des fantassins sont porteurs de piques de 7 mètres de long de plus de 10 kilos. L'autre moitié est armée de mousquets. Ceux-ci ont été, depuis peu, allégés. S'il n'est plus désormais nécessaire d'utiliser de fourquines pour soutenir leurs canons, ils n'en pèsent pas moins encore 8 kilos. L'équipement des mousquetaires est complété d'une large bandoulière de cuir d'où pendent à l'extrémité de lacet 12 charges, sortes de récipients de bois recouverts d'un opercule de cuir. Ces charges, nous dit un traité sur les armes de guerre de l'époque, contiennent, pour 11 d'entre elles, de la poutre. La 12e est occupée par un tube cache-mèche. Pour continuer à se consumer, cette mèche doit impérativement rester à l'abri de l'humidité. Tout le monde a en mémoire la déroute des troupes de Charles Quint devant Alger,
où un orage avait privé les soldats de l'usage de leurs armes à feu. Aussi peut-on comprendre l'inquiétude des mousquetaires qui devront se mettre à l'eau pour débarquer sur la plage. Suspendue également à la bandoulière, il y a une pochette de cuir pour les balles, linge gras et autres pour torcher le mousquet, comme aussi une aiguille pour détouper le trou de l'amorce qui quelquefois s'estoupe, aussi 3 ou 4 pièces de mèche, de 6 ou 7 grandes pommes. Le harnachement des fantassins est complété, pour bon nombre d'entre eux, par des cottes de mailles ou des plastrons de dossières métalliques à l'épreuve des balles de mousquet. Des soldats sont coiffés de casques ou de bourguignottes. Tous sont pourvus d'un havre-sac avec la nourriture et l'eau pour la journée. Quelques-uns sont chargés de volumineuses grenades et du nécessaire pour leur mise à feu. Plusieurs brandissent de longues hampes où flotte le drapeau de leur unité. D'autres, enfin, portent en bandoulière un tambour pour battre la charge. Les sous-officiers sont équipés d'encombrantes hallebardes ou de pertuisanes. Les officiers se distinguent à leurs uniformes multicolores, ornés de broderies, de dentelles et de fanfreluches. De larges feutres à panache couvrent leurs perruques bouclées. Des hauscols dorés protègent le haut de leur poitrine. Des ceinturons ornés de plaques métalliques ceignent leur taille. Leur armement est plus léger que celui de leurs hommes. Tous portent l'épée, certains sont armés de pistolets, les autres de l'esponton, demi-pique au fer damasquiné d'or et d'argent, l'arme d'aste des officiers. À bord de la Royale, pendant que les troupes embarquent dans les chaloupes, Gadane est abordé par M. de la Boulaye, qui l'avise que le duc de Beaufort serait fâché s'il mettait pied à terre. Stupéfaction de Gadane. Comment lui, lieutenant général, désigné personnellement par le roi comme commandant de l'armée, pourrait-il accepter de demeurer les bras croisés tandis que les troupes seraient aux mains? Le général s'y refuse évidemment, il finit de s'équiper et dans l'instant descend dans une chaloupe pour rejoindre les troupes qui doivent débarquer les premières. Son indignation et son inquiétude grandissent encore lorsque 2 autres officiers, M. Deshoulières et M. de Roncerols, lui confient que Beaufort les avait également chargés d'aller conseiller à leur général de ne pas débarquer. Ne voulant point attenter à l'honneur de Gadane, ces officiers n'avaient pas cru à propos de faire une telle démarche. 4 heures de l'après-midi, le temps presse. Sur un signal de l'amiral, les vaisseaux cessent le tir. Un silence menaçant s'abat sur la rade. Dans la fumée qui se dissipe, on entrevoit un large pavillon rouge qui monte à la poupe de la Royale. La flamme de l'amiral est hissée à grands mâts. Un coup de canon. Ce sont les signaux de l'attaque. Formant un front impressionnant, les 15 galères s'ébranlent, suivies d'une meute de barques longues, chaloupes et caïques lourdement chargées. L'artillerie des vaisseaux s'étue. C'est aux galères d'ouvrir le feu. À l'extrémité des coursives, on s'active autour des canons qui pointent vers l'avant. 75 pièces, dont 15 coursiers de gros calibre, pillonnent les rochers de la plage du Marabout. Dans les embarcations, les soldats serrés les uns contre les autres se taisent. À la fébrilité se mêle une légitime anxiété. Avant cette expédition, la plupart de ces hommes n'avaient encore jamais mis le pied sur un bateau, et pratiquement aucun d'eux n'a, jusqu'à ce jour, participé à un débarquement sur une plage ennemie. Gadane, qui 24 ans plus tôt a débarqué sur la plage de Leucate en Roussillon, est peut-être le seul à avoir vécu cette expérience. Mais les Français avaient alors une bonne connaissance de l'ennemi, de ses effectifs, de son armement, de ses techniques de combat. Ils savaient que l'Espagnol suivrait les lois de la guerre en usage chez les chrétiens. Aujourd'hui, ce sont des barbares que l'on affronte, des barbares de sinistre réputation, musulmans qui plus est. On ignore tout de leurs armes, de leurs techniques de combat, de leurs mœurs. Certains les disent anthropophages. Leur nombre, on sait seulement qu'il est élevé. Pendant la manœuvre de l'escadre, on a vu, sans pouvoir la dénombrer, une multitude de fantassins et surtout de cavaliers rassemblés sur la plage. Et dans un instant, les gentilshommes français habitués à se battre à cheval devront aller à pied, l'épée à la main, affronter ces rapides cavaliers berbères. Les galères approchent du rivage. Entre deux salves, le fracas du canon laisse place au frappement rythmé des pales sur l'eau,
au harangue des rameurs et au battement des tambours qui donnent la cadence. Les éperons des galères s'enfoncent en crissant dans le sable. Les embarcations légères lèvent leurs rames pour se glisser entre les flancs des galères et à leur tour accoster sur la plage. Les hommes, empêtrés dans leurs armes, sautent dans l'eau. Elle est heureusement peu profonde. La braise des mèches de leurs mousquets sera donc préservée. Les canons des galères se taisent. De nombreux cavaliers surgissent aussitôt des buttes qui dominent la plage. En hurlant, ils lancent leurs chevaux au galop. Armes brandies, ils foncent sur les soldats français qui mettent pied à terre. L'épée à la main ou la pique en avant, les hommes de garde, de Malte et de Picardie, ainsi que les volontaires, descendus les premiers, résistent à ce violent assaut. Mais les pertes sont lourdes. Le temps a manqué aux fantassins français pour charger et armer leurs mousquets, et les cavaliers berbères, utilisant leurs saguets comme armes de jet, sont hors de portée des armes blanches. La cavalerie mort, confirme Pélisson, est armée pour la plupart de saguets, que les nôtres ont appelés quelquefois par ignorance et par abus lance-guets. C'est une sorte de javelot fort léger qu'ils dardent avec une adresse extrême, la retirant ou l'abandonnant comme il leur est plus à propos. Leurs traits vite lancés, les morts tournent bride. Rapides, ils disparaissent derrière la ligne de dunes. On relève les blessés, on dénombre les morts. La surprise passée, les troupes françaises continuent à débarquer. Les mousquets sont maintenant chargés. On forme les lignes. Les gardes tiennent la droite du dispositif du côté le plus proche de la ville. C'est Beaufort en personne qui les conduit. Il a choisi ce poste comme le plus honorable parce que le croyant le plus dangereux. À sa gauche, Gadane, qui a mis pied à terre en même temps que le duc, emmène le corps de Malte composé de 140 chevaliers et 400 mousquetaires. Plus à gauche, au pied du marabout, Vivonne, descendu de son vaisseau, est redevenu pour un temps maréchal de camp, a pris le commandement du régiment de Picardie et des gentilshommes volontaires. Bien qu'en partie détruit par le tir des galères, le marabout abrite encore quelques morts qui abandonnent leur repère, de bonne heure, voyant les détachés de Picardie se jeter à l'eau et déjà grimper sur les rochers pour venir à eux. Le promontoire du marabout est une cible idéale. À l'abri des rochers, de la moindre broussaille et des dunes, les Berbères ont tout leur temps pour pointer leurs mousquets avec précision sur les silhouettes qui, au sommet de la butte, se détachent sur le ciel. Aussi Vivonne ordonne-t-il aussitôt aux hommes de Picardie de construire un mur de protection. Les seules pierres disponibles sur place sont celles des tombeaux dont cette hauteur est couverte. Peu importe, le temps presse, on démonte les tombes. Les régiments de Navarre et de Normandie, qui constituent la deuxième vague d'assaut, débarquent à leur tour. Les bataillons formés, Beaufort donne l'ordre de marche. Des cavaliers berbères réapparaissent, mais cette fois suivis d'une horde de fantassins. Un corps à corps sanglant s'engage à l'arme blanche. Couverts de burnous, coiffés de chèches, caracolant, les cavaliers morts font merveille. Leurs haches d'armes, leurs saguets et leurs sabres s'entrechoquent avec les épées, les piques et les hallebardes des fantassins français, tandis que, des deux camps, les mousquetaires échangent des tirs à distance. Soudain, sans raison apparente, les morts rompent le combat, courent se mettre à l'abri, mais reviennent peu après. Les Français sont déconcertés par le manège de l'adversaire. Les heures qui suivent se passent en effet en escarmouches, plutôt soudaines et opiniâtres, décrit Pélisson, à la manière des morts, qui se dissipent sans scrupule et sans honte, aussitôt qu'on leur résiste, mais pour se rallier un moment après, et revenir 1000 et 1000 fois au combat, leur cavalerie par petits pelotons fondant à toute heure sur les nôtres à bride abattue, et avec des cris épouvantables, puis se retirant avec la même rapidité, car ils ont toujours l'éperon dans le flanc de leurs chevaux qui sont vite et légers. Les barbares ignorent, semble-t-il, les lois les plus élémentaires de la chevalerie, ou peut-être n'éprouvent-ils aucun déshonneur à y manquer. Les Français reconnaissent toutefois le courage de leurs adversaires. Un récit de l'époque rapporte le fait d'armes de 10 cavaliers berbères qui, postés sur une hauteur, aperçoivent une trentaine de soldats détachés du bataillon de Malte.
Rendus furieux à la vue de la croix blanche, cet emblème exécré qui barre la sobre veste rouge des Maltais, ils éperonnent leurs chevaux et chargent avec une telle fougue qu'ils bousculent leurs ennemis, en tuent une moitié, font refluer les autres vers leur bataillon. Mais ne pouvant les pousser plus loin, retrace le narrateur, et se voyant contraints de faire retraite, ils aimèrent mieux passer entre les gens détachés du régiment des Garbes et le corps que de donner aucune marque de crainte en retournant sur leurs pas. Toute la mousqueterie du régiment les salua, sans que pas un d'eux ne fit mine de s'enfuir, quoiqu'on les ait vus chanceler presque tous les coups qu'ils avaient reçus. Ils se retirèrent avec la même fierté qu'ils étaient venus et donnèrent de l'admiration à tous nos braves. Contrairement aux Français, les fantassins morts ne forment pas de ligne. Les porteurs d'armes à feu, écartés à 100 pas les uns des autres, à l'abri derrière le moindre mouvement de terrain ou le plus petit buisson, tirent sans risque sur les Français qui, eux, se groupent en bataillons. À leur grande surprise, les mousquetaires de Beaufort constatent que les armes de leurs ennemis ont une portée supérieure aux leurs. Les bataillons français progressent pied à pied, mais au fil des heures, les charges des cavaliers morts s'espacent. Peu à peu, les fantassins berbères se replient sur les Djebel el-Korn et sur la montagne sèche. Beaufort ordonne de s'emparer de ces auteurs avant la nuit. Pour éviter d'être pris à revers, Gadan suggère au duc de prendre au préalable à 7 heures du soir, à la tête de 100 Maltais, le général pénètre dans Gigri par une brèche ouverte dans les remparts. La cité est déserte. Le pavillon de Malte ne tarde pas à monter au sommet du minaret. Ce premier signe de victoire est salué par les hurrahs des matelots à bord des navires. Leurs acclamations retentissent jusqu'au rivage où elles sont reprises en écho par les troupes qui se battent encore sur la plage. Gadan laisse une compagnie pour garder la cité. Il court rejoindre Beaufort à l'assaut du Djebel el-Korn, tandis que le régiment de Navarre attaque la montagne sèche. La lutte est acharnée. Alors qu'elle semble ne plus devoir finir, brusquement, en fin de journée, les combattants berbères rompent le combat. Dissimulés dans le maquis, ils se retirent en courant vers le Djebel Ayouf et les collines environnantes. Beaufort est victorieux.